Bonjour. Quatrième et dernier chapitre consacré au compteur nucléaire, avec ce petit outil de simulation. Donc, nous allons parler aujourd'hui du concept de seuil de décision. Ce que je voudrais vous montrer dans cette dernière partie, c'est que ce concept de seuil de décision est là pour répondre à un problème bien particulier. Or, avant que de répondre à un problème, ce concept est devenu lui-même un problème à part entière. Hein, seuil de décision, limite de détection. Pour faire court, c'est un petit peu parti en cacahuète, notamment depuis l'apparition de la dernière version de la norme 11929. Voilà. Alors, un élément clé pour comprendre ça, et ensuite on va attaquer, il faut dans un premier temps oublier tout ce qui relève du concept d'incertitude. Hein, je vais vous montrer qu'on peut faire du seuil de décision et de limite de détection sans évoquer les incertitudes. Enfin, on va essayer. D'accord? Donc, allez, c'est parti. Voilà le petit simulateur. Alors, je vais le jouer aujourd'hui au travers d'une petite fiction. Hein, je vais introduire Yves, chef de laboratoire, et puis Maurice, qui sera son client. Alors pourquoi? Parce que un jour, un collègue, chef de laboratoire, m'a dit oui, mais bon, c'est bien tout ça, la théorie, ce que tu exposes, l'hypothèse Agéro. Alors je vous dirai ce qu'est l'hypothèse Agéro, tout ça, c'est compliqué. Et moi, lorsque j'ai affaire à des clients qui viennent chercher des résultats, ils n'ont aucune connaissance de statistiques, donc leur exposer, leur expliquer ce que l'on dit, ce que l'on peut dire ou pas lorsqu'on est inférieur à un seuil de décision, ce qu'est un seuil de décision, limite de détection, ça devient difficile. Alors effectivement, il n'a pas tort. Et j'avais donc pris la décision de scénariser cette petite affaire-là. Et donc, je vais introduire un chef de laboratoire, Yves, et donc son client Maurice, en mettant entre eux une petite tension dramatique. Hein, vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc, vous êtes Yves, hein, c'est vous, Yves, vous êtes le chef de laboratoire. Alors, Yves, il fait 60 kilos, hein, il n'est pas sportif, hein, on va y revenir. Et donc, vous venez le matin, et votre première démarche, c'est d'étalonner votre appareil de mesure. Donc c'est parti. Hein. Alors on va prendre une source de césium de 10 kBq, on va la mesurer, voilà, pendant 10 secondes, comme d'habitude. Pardon. C'est parti. Alors, je vous dirai par la suite, hein, dans ce que l'on va évoquer, ce sera de regarder la vitesse de déroulement du compteur, hein, c'est-à-dire le taux de comptage. Voilà. Donc on va noter le bruit d'étalon. On va se faire un petit bruit de fond. Voilà, donc là, pareil, hein, s'habituer à ce taux de comptage du bruit de fond que l'on va retrouver par la suite. Ok, donc c'est noté. Donc on enchaîne, on fait le comptage net. Alors comme je vous ai dit, on ne va pas parler d'incertitude, on va s'en affranchir. J'y reviendrai à la fin, d'accord? Promis. On va noter le temps de comptage et en reprenant la source de 10 kBq, on va calculer directement le rendement. Voilà. Donc ça, c'était sa première démarche. Deuxième démarche, eh bien, il va mesurer, voilà, Maurice, donc son client. Alors Maurice, c'est un glaciologue. Hein, à l'été 2013, il est allé chercher des glaces en Arctique, au pôle Nord. Et lui, son objectif, hein, il est glaciologue, climatologue. Hein, il utilise le césium 137 comme traceur. Hein, et son objectif, c'est de savoir si dans ses carottes, il y a du césium, s'il n'y en a pas, combien il y en a, etc. etc. Voilà. Pour le reste, il est pas spécialiste ni en mesure nucléaire, ni en physique nucléaire, ni en quoi que ce soit de ce genre. Bon. Hein, et alors, Maurice, c'est un peu un aventurier. Il fait 100 kilos tout en muscles. Comme beaucoup d'aventuriers, c'est un taiseux. On va dire il est un peu rugueux, hein, comme garçon. Pas mauvais bougre, mais un peu rugueux. Hein, pour vous donner une idée, même les ours blancs, quand il était là, ne mouftaient pas. Voilà, d'accord. Ça, j'introduis la tension dramatique entre le chef de laboratoire et le client. Ok. Voilà. Donc, ben, Maurice, il vous a donné son échantillon, donc c'est l'échantillon bleu, et vous le soumettez à mesurage. Et on va prendre toujours un temps de mesure de 10 secondes. Alors éventuellement, là c'est pour aller vite, hein, ça pourrait être 15 jours, d'accord? Voilà, alors c'est parti, on recommence. Et donc là, il faut bien regarder effectivement le, le compteur pour se faire une première idée du problème, ou tout au moins de la réponse.
vous le notez. Ensuite, vous refaites un bruit de fond, toujours refaire un bruit de fond. Hein, vous le regardez. Voilà, hein, ça rame un peu. C'est comme ça. Ok, vous avez le comptage net, vous allez chercher, vous notez le temps de comptage, et là, vous allez mesurer donc l'activité, on a vu, hein, via le rendement, etc., etc. Et vous trouvez 1612 becquerels. Voilà, ok. Ça, c'est fait. Alors, j'insiste, oublions les incertitudes dans un premier temps, d'accord? Même si vous les avez faites. Et donc, une fois que vous avez fait ces mesures, Maurice revient chercher les résultats, et avant que de lui donner avec le bordereau, etc., vous le recevez à la cafétéria, d'accord? Donc, vous discutez un petit peu, alors le pôle Nord, il faisait froid, c'était dur, etc., donc voilà, vous discutez, puis à un moment donné, bon, Maurice, lui, il n'est pas là pour faire des mondanités, il se penche vers vous du haut de ses 100 kilos, et il vous pose la question, est-ce qu'il y a du césium dans mon échantillon? Voilà, lui, c'est ce qu'il veut savoir. Voilà. C'est sa question. Alors, vous avez les résultats, hein, que l'on vient d'établir sur un bordereau sur votre bureau, mais avant que de lui sortir des résultats, des incertitudes, etc., qu'est-ce que vous répondez à cette question? La question, c'est, y a-t-il du césium dans mon échantillon? Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors bon, dans cette démarche-là, c'est plus facile, hein, si on était en présentiel, donc je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce que l'on peut dire, ce que l'on voit, c'est que intuitivement, lorsqu'on a vu tourner le compteur, lorsqu'on a mis l'échantillon, on a obtenu un comptage de 217, et lorsqu'on a enlevé l'échantillon, on a eu un comptage de 51. Bon, on peut dire, hein, sans se mouiller beaucoup, que la différence est significative. Il n'y a pas besoin de tester. Hein. À un moment donné, on est capable quand même de voir ces choses-là. On a un cerveau qui est capable de décoder tout ça. Hein. Donc, 217 et 217, ce n'est pas du comptage de bruit de fond. Donc, il y avait quelque chose dans l'échantillon. On part du principe que s'il y a quelque chose, c'est du césium 137. Hein. D'accord, voilà. Donc, vous pouvez répondre sans difficulté aucune, hein, vous dire, ben oui, mon cher Maurice, effectivement, il y a du césium, du césium 137 dans votre échantillon. D'accord? Ok, ça c'est fait. Deuxième année, Maurice, lui, voilà, Maurice, hein, il est allé en Antarctique, au pôle Sud, à l'été 2014. Hein, on le reconnaît bien, là. Il en a bavé au pôle Sud, hein, il a perdu 2 doigts, c'était dur, hein, ça caille dur au pôle Sud, hein, il y a des vents à 250 km/h, enfin, bref, d'accord, et il a ramené, avec moult difficultés, il en a bavé, il a ramené l'échantillon vert. Voilà, donc il vous le donne, et vous le soumettez à mesurage. Partons toujours du principe que la mesure pourrait prendre 15 jours et non pas 10 secondes, hein, voilà. Et c'est parti. Alors là, ce qui va être important, c'est de bien regarder le compteur. C'est parti. Dac. Voilà. Donc, différence notable, ça ne pousse pas les murs. Voilà, je dirais même j'ai rarement eu aussi bas. Alors, on va le noter. Et là, vous refaites un bruit de fond. Ah, ça m'arrive parfois. C'est la même valeur. Bon, je dirais c'est un petit peu malheureux. Alors, si vous préférez, je ne devrais pas le faire, je vais un petit peu tricher. Alors là, on aurait un net égal 0, donc une activité. Bon, c'est un cas particulier, ça peut arriver, hein, c'est pas un problème. Mais je préfère, pour la simplicité du pédagogique, je refais un petit calcul rapide avec mon échantillon 2. Voilà, et on va supposer, voilà, admettons qu'on ait eu 64, hein, je préfère. 64, on refait un bruit de fond en accéléré, et on aurait 35, par exemple. Hop, c'est parti. Non, je préférerais 38. Voilà. Top, voilà, bon. Ok. Euh, alors, à partir de ces deux valeurs-là, on peut calculer un comptage net, et on va en sortir une activité, bien entendu, alors positive. Hein, c'est pour ça que je voulais éviter les 0 becquerel, mais on pourrait en parler plus tard, ça ne change rien quelque part, d'accord? On a 252 becquerels, d'accord? Bon.
Alors, rappelez-vous comment tourner les compteurs, hein, même des bas, vous recevez Maurice à la cafétéria, à nouveau, alors le pôle sud, il paraît que ça a été dur, vous avez perdu le doigt, etc. Et puis au bout de 5 minutes, bon voilà, Maurice, lui, il n'est pas venu pour ça, lui, il est pressé d'avoir ses résultats, et à nouveau, il se penche vers vous, et dit, bon alors, est-ce qu'il y a du césium dans mon échantillon, hein, avant de lui donner des valeurs, bon. Est-ce qu'il y en a déjà? La question, elle est là. Hein, c'est ça qui est central. Est-ce qu'il y a du césium dans mon échantillon? D'accord? Alors là, qu'est-ce que vous lui répondez? Ben, vous pouvez difficilement, avec certitude, lui répondre au vu des valeurs. Hein. Alors on pourra en tirer d'autres, on va en faire d'autres. Hein. Je vais remettre un échantillon, je vais, voilà, me tromper. Voilà, on pourra avoir 53 ici. D'accord? On pourra avoir en bruit de fond une valeur un peu plus élevée aussi, par exemple 50. On aurait pu avoir ces valeurs-là, vous voyez, on aurait pu avoir 29 becquerels. Donc, voilà, c'est ça la mesure. Hein. La réalité de la mesure de cet échantillon, elle est là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez du mal à distinguer le comptage brut du comptage de bruit de fond. Hein. Quelque part, ils sont du même ordre de grandeur et vous ne pouvez pas le dire, même si vous affichez un résultat de 29 becquerels, vous ne pourrez certainement pas dire à Maurice, sauf à le truander, qu'il y a 29 becquerels dans son échantillon. Et donc la question, la réponse la plus simple, c'est est-ce qu'il y a du césium dans mon échantillon? Vous dites, je ne sais pas, je ne le vois pas. D'accord? Est-ce que pour autant vous pouvez dire, est-ce qu'il n'y en a pas? Eh bien c'est pareil, vous pouvez dire, je ne sais pas. Et donc là, ça devient un peu gênant parce que vous ne pouvez ni dire il y a du césium, vous ne pouvez pas pour autant dire il n'y en a pas. Donc en fait, vous ne savez rien. Vous ne savez pas s'il y en a ou pas. D'accord? Alors c'est un peu court comme information. Ce dont vous êtes certain, et c'est là qu'il y a une tension dramatique qui apparaît, c'est que pour vous, en tant que laboratoire, la mesure, elle prenait autant de temps, elle a coûté aussi cher que la mesure de l'échantillon 1, c'est pas, et la facture, elle n'est pas corrélée au résultat. Et la facture, vous voyez, c'est 20 903 euros,01. Voilà, donc pour 20 903 euros,01, qu'est-ce que vous dites à Maurice? Si vous lui dites je ne sais pas, ça risque de très mal se passer. Elle est là, la tension dramatique. D'accord? Voilà, alors, euh, donc ça, c'est l'exposé du problème avec cet échantillon de 2. Ce que l'on peut dire dans un premier temps, c'est que on ne peut pas dire qu'il y ait du césium et on ne peut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Voilà, on est vraiment entre les deux. D'accord? Alors, on peut avoir une première information. Ouais, ça, j'adore ça. Ouais. On peut avoir quand même une première information qui permettrait un petit peu de limiter la casse. Parce que dire je ne sais pas s'il y a du césium, sous-entendu, quelle est l'activité en césium dans mon échantillon. Si vous dites je ne sais pas s'il y en a ou pas, ça pourrait être n'importe quoi. Hein, d'accord? Ça pourrait être n'importe quelle activité, voire zéro becquerel. Vous ne savez pas. Donc, ça donne une infinité de solutions. D'accord? Bon. Un élément de réponse, au vu des expériences passées. On peut quand même donner à Maurice des éléments informationnels un petit peu plus puissants, je dirais. Hein. Première chose, quand vous dites il est possible qu'il n'y ait pas de césium, ça veut dire que quelque part la valeur vraie, ça commence à zéro. Alors on est un peu dans les incertitudes là, sans le dire, d'accord? C'est-à-dire 0 becquerel est une valeur vraie possible, d'accord? Et on a devant les yeux, vous avez devant les yeux une valeur, ce que j'appelle une valeur maximale haute, pour laquelle vous êtes certain que cette activité ne se trouve pas dans votre échantillon 2, hein, l'échantillon vert. Alors, quelle est cette valeur? Alors, en général, en formation, je laisse les gens réfléchir pendant 5 minutes, ils tournent en rond. Ben, cette valeur, c'est simplement la valeur mesurée pour l'échantillon 1, c'est-à-dire 1,6 kBq à peu près, hein, on va arrondir. Alors pourquoi on peut dire qu'on est certain que s'il y a quelque chose dans l'échantillon 2, ça ne dépasse pas cette valeur. D'accord? Le raisonnement est important, c'est sur ce type de raisonnement que repose la création, la construction du seuil de décision, de la limite de détection, etc. Hein, vous allez voir, c'est assez simple. Hein, et c'est une démarche qui implique de prendre des hypothèses. Voilà. Et là, on fait l'hypothèse suivante.
Supposons que dans l'échantillon vert, mesuré ici, on ait eu 1600 becquerels. C'est une hypothèse. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette hypothèse? Eh bien que si on avait eu une telle valeur en termes d'activité, on n'aurait jamais pu avoir 53 en comptage brut. D'accord? C'est pas possible. Étant entendu qu'une première mesure a donné 217. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas avoir une fois 217 et la fois d'après 53. D'accord? Avec un peu d'expérience sur les processus poissoniens, il n'y a pas besoin d'aller chercher une démonstration. C'est évident. Ça veut dire quoi? C'est que il est possible que dans l'échantillon 2, il n'y ait rien, mais s'il y a quelque chose, ça ne dépasse pas 1,6 kBq. C'est une information. D'accord? Voilà. Simplement, cette information, on va essayer de l'affiner un petit peu, si vous voulez. Hein, et notamment, on va essayer d'affiner, je dirais, de rationaliser une valeur maximale haute que l'on va pouvoir afficher. Hein, cette valeur maximale haute, ça sera de dire, ben voilà, s'il y a quelque chose, ça ne dépasse pas cette valeur. 1600 becquerels, c'est un peu beaucoup. Hein, vous allez voir que hein, ça va être à terme le rôle de la limite de détection. On va pouvoir afficher une valeur maximale haute plus faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Première remarque, hein, je vais remettre ici l'échantillon 2, et en appuyant sur le bouton, là, rappelez-vous, on va randomiser la mesure. D'accord? La mesure du brut échantillon et du bruit de fond. Donc c'est parti. Voilà, on va enchaîner les mesures. Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat en termes d'activité. Vous voyez, on a, alors, je vais peut-être pas appuyer, voilà, hein, on a 84 becquerels. On aurait pu avoir 84 becquerels si on avait répété les mesures, 29, 97, 163. Vous voyez, on a vraiment une dispersion de la mesure pour l'échantillon 2 qui est très élevée. Ce qui, quelque part, à terme, va illustrer la source des incertitudes qu'on avait déjà calculées. Hein. J'avais dit que je ne parlais pas d'incertitude, mais bon, voilà. Hein, donc je continue, j'attends un petit truc. Voilà, on peut même avoir une valeur négative, moins 17 becquerels. Voilà, c'est quelque part une mesure aussi recevable, je dirais, que les autres. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme ça, d'accord? Alors, dans cet esprit-là, euh, on pourrait faire une expérience et mesurer de façon répéter une mesure pour un étalon d'une activité très particulière. Voilà. Alors, en général, quand je pose la question en formation, là encore, les yeux deviennent vitreux, ça tourne un petit peu, etc. Alors, les étalons, on les avait ici, on les a mesurés, mais ça ne présente pas d'intérêt dans notre problème. Hein. Et en fait, l'étalon que je vous propose, c'est l'étalon de rien du tout. C'est-à-dire qu'on va mesurer un étalon d'activité de 0 becquerel. C'est-à-dire rien. On va rien mesurer. Et là, regardez, si je répète les mesures, regardez les résultats de mesure. Vous voyez, moins 10 becquerels, moins 48, 21, moins 70, moins 115. Ah, j'ai beaucoup de négatifs, hein, voilà. Hein, 41 becquerels, 40, voilà. Ouais, tiens, j'ai une petite séquence de négatifs, voilà, 128 becquerels. Donc, vous voyez, je répète les mesures. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater là, comme ça, à vue d'œil, c'est que ah, si on insiste, on a à peu près, alors là on dirait qu'on a plus de négatifs que de positifs, ce qui est vrai pour l'instant, mais ce qui est statistiquement, pour l'instant, une petite aberration, ça arrive. Voilà. 102 becquerels, moins 88, 169. Donc vous voyez, on a une mesure, alors on sait, alors notez, c'est important, on sait que l'on mesure 0 becquerel, mais ici on s'intéresse à la réponse du système de mesure lorsqu'on mesure 0 becquerel. Donc je ne parle pas d'incertitude, je parle de fluctuation de mesure lorsque je mesure 0 becquerel. Et mesurer 0 becquerel, ça s'appelle se mettre dans l'hypothèse H0. H pour hypothèse et 0 parce qu'on mesure 0. Et ça, c'est un terme générique qu'on retrouve dans tous les tests statistiques d'hypothèse, hein, que ce soit des tests de Qui2, un test de valeur aberrante, un test sur des coefficients de corrélation. On joue l'hypothèse à 0. C'est-à-dire, on regarde comment fluctue une statistique lorsque un paramètre est égal à 0. D'accord? Voilà. Ici, notre paramètre, c'est l'activité. Alors, ça, on pourrait le répéter souvent. Hein, je vais un petit peu continuer. Hein, voilà. Je cherche une petite valeur un petit peu élevée. Hein, on cherche, par exemple, je ne veux pas sortir, vous voyez. Je sais ce que je cherche, hein, mais voilà. Je cherche une valeur maximale haute. Hein. C'est ça l'idée. Vous voyez,
Alors, elle va peut-être finir par sortir. Ah, là, je l'ai, mais en négatif. Elle ne veut pas. C'est pas le jour. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire 3000 tirages d'un seul coup. Hein, je monte un petit peu. On va faire 3000 tirages sous cette hypothèse-là. Et on va aller voir l'histogramme. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, ça va vite. Hein, on empile les... Donc ça compte. Alors en général, quand je fais ça, je dis aux gens à quoi ça va ressembler. Donc, à quoi ça va ressembler? Bon, comme on mesure 0, on peut s'attendre à ce que la valeur de mesure soit une variable aléatoire centrée sur 0. Centrée sur 0, ça veut dire que j'aurai en moyenne autant de mesures négatives que positives. Voilà, c'est d'accord. Et effectivement, ce que l'on va obtenir, hein, donc ça veut dire que, alors, une remarque, hein, c'est un détail, dans ce cadre-là, si on supprime les valeurs négatives, parce que les valeurs négatives, c'est pas bien, parce que les becquerels négatifs, ça n'existe pas, ben ça revient à biaiser totalement les statistiques. Hein. Bon, c'est un autre débat, j'y reviendrai. Allons voir l'histogramme. Ben voilà à quoi ressemble l'histogramme. D'accord? Donc ici, on est bien, là vous avez 0 becquerel, et là vous avez les dispersions des mesures, hein, avec cet histogramme. Et ce qu'on va faire, cet histogramme, on va le couper en deux de façon asymétrique. D'accord? On va aller chercher une valeur, qui est ici, là, et on va décrire cette partie, hein, donc la courbe supérieure à cette valeur, hein, qui aura donc une surface ici en rouge, qu'on va appeler à terme risque alpha. Et là, on va aller chercher une valeur conventionnelle, on va aller chercher à peu près 2,5%. Voilà, donc c'est pas très bien défini parce qu'il faudrait faire peut-être 30 000 tirages, mais donc voilà, on est là. Et là, qu'est-ce que ça nous dit, ce découpage, hein? Donc là, je vous rappelle, on travaille sur la dispersion des mesures lorsqu'on mesure 0 becquerel, et on le sait. Que signifie cette partie-là associée à ce pourcentage-là? Qu'est-ce que ça nous dit stricto sensu? Ben, ça nous dit que on a, alors j'ai un petit peu trop, je vais remonter là, voilà. Ça nous dit que l'on a 2,7% de chance d'avoir un comptage supérieur, une valeur mesurée d'activité supérieure à 179 becquerels, alors que l'on sait que l'on mesure 0 becquerel. D'accord? Voilà. Je ne vais pas le répéter, revenez en arrière si vous voulez. Hein, voilà, c'est ce que ça signifie. Et partant de là, cette valeur particulière ici, ce 179, 180 becquerels, on va s'en servir comme seuil de décision. Comment et pourquoi? Eh bien, on dira, alors ça, notez bien que pour l'instant, on n'a pas mesuré d'échantillon. On a fait des mesures d'activité d'un échantillon à 0 becquerel. Alors, ne pas dire qu'on a mesuré l'activité du bruit de fond. On ne mesure pas l'activité du bruit de fond. Le bruit de fond, c'est une valeur qu'on retranche. L'activité mesurée ici, c'est 0 becquerel. D'accord? Voilà. Le bruit de fond, ben, il joue son rôle de bruit de fond, il nous disperse les mesures. Hein, okay. Bon, bref. Cette valeur appelée seuil de décision, ici 179 becquerels, on va dire, eh bien voilà. Lorsqu'on va ensuite mesurer un échantillon, si la valeur de mesure sur un premier essai dépasse 179, 180 becquerels, on va considérer que cette mesure n'est pas compatible. Elle avait si peu de chances d'apparaître, elle avait 2,7% de chances d'apparaître s'il n'y avait rien dans l'échantillon, si on était dans l'hypothèse à 0. Hein, donc, dans la mesure où cette probabilité est faible, on va considérer que on n'est plus dans l'hypothèse à 0. On va rejeter l'hypothèse à 0. On est sorti de l'hypothèse à 0. Rejeter à 0, ça veut dire on considère que, selon toute vraisemblance, il y a une activité non nulle dans l'échantillon. Ni plus, ni moins. D'accord? C'est un raisonnement qui est purement probabiliste. C'est à la fois fragile et puissant parce que c'est probabiliste, mais sur la longueur, ça marche assez bien. D'accord? Étant entendu que si, par exemple, vous êtes dans le démantèlement, vous tombez un mur, ce mur-là, vous allez le mesurer par échantillonnage, vous allez mesurer 1000 alicotes de ce mur-là. Si vous êtes placé dans ces conditions-là, si vous faites 1000 mesures et que vous avez environ 25-30 mesures positives, ben vous serez dans un taux normal de ce qu'on appelle des faux positifs. Hein, d'accord? Toute cette construction-là du seuil de décision, son intérêt,
c'est de pouvoir piloter un risque de faux positif. Un faux positif, c'est quoi? C'est dire je considère qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est une fausse alarme quelque part. Et il n'y a rien de plus dramatique, de plus gênant que les fausses alarmes. Kuhn-Ferro, exemple dans l'aéronautique, hein, où souvent les pilotes en cabine, ils ont des fausses alarmes qui pètent tout le temps, et ils finissent par chanter les alarmes, et puis le jour où ils en ont besoin, il n'y a plus d'alarme. Donc tout ça à cause des fausses alarmes qui étaient trop présentes, je dirais, hein, trop fréquentes. Voilà. Donc l'idée, c'est de la construction du seuil de décision, c'est de piloter le taux de faux positifs, hein, pour qu'il soit aussi bas que possible. Alors, on pourrait prendre dans l'industrie, on prend souvent 0,01%, enfin bon, c'est un autre débat, hein, la valeur du risque alpha, c'est un autre débat. Donc voilà, c'est tout simplement ça le seuil de décision. Et globalement, comment on le calcule? Globalement, quand on est à ce niveau-là de risque alpha, et en gros, sans faire de calcul précis, le seuil de décision, c'est tout simplement, puisqu'on est centré sur 0, c'est la distance de là à là, et cette distance-là, c'est 2 fois l'écart type. Et là, on voit l'intérêt de bien comprendre comment se construit un seuil de décision, parce que si vous avez affaire à un système un peu plus complexe, je ne sais pas ce que vous voulez, de la spectrométrie de masse, enfin un système de mesure un peu plus redoutable, avec des modèles compliqués que vous ne connaissez éventuellement pas, si vous voulez construire votre seuil de décision, c'est simple. En général, on peut faire l'hypothèse, vous faites 30 mesures à vide, vous ne mesurez rien, vous notez vos 30 valeurs, vous calculez un écart type sans aucune hypothèse, vous faites l'écart type, vous multipliez par 2 et la valeur que vous obtenez, ce sera votre seuil de décision qui vous dira à partir de quelle valeur nette mesurée on peut considérer que l'on sort du bruit de fond. C'est tout. Hein, la question à laquelle on répond, c'est à partir de quelle valeur je peux considérer que mon signal net émerge du signal de bruit de fond. C'est aussi simple que ça, ni plus ni moins. C'est vraiment des statistiques, on n'est pas dans l'incertitude. Même si quelque part, au début, le problème, c'est un problème d'incertitude. On est certain de rien, on ne sait même pas s'il y a quelque chose ou rien. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Alors si je reviens ici, cette histoire de seuil de décision, l'intérêt avec les comptages nucléaires sous hypothèse poissonienne, c'est que l'écart type, on le connaît bien à partir d'une mesure unique, hein, en prenant la racine carrée, la racine carrée du comptage ici de bruit de fond. D'accord? Et on peut montrer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, que le seuil de décision, c'est écrit donc en termes de comptage, hein, donc de coût, c'est K moins alpha. D'accord? Alors K moins alpha, il est défini ici. Hein, si vous prenez un risque alpha de 2,5%, K moins alpha, c'est un 96, 2, hein, pour faire un court. C'est K moins alpha, racine de 2 fois, bruit de fond plus 1. Le 2 ici provient du fait qu'en fait, la statistique que l'on utilise, c'est bruit de fond 1 moins bruit de fond 2. D'accord? Donc on a 2 fois le bruit de fond, donc les variances vont s'ajouter. À noter que ce bruit de fond ici sous la racine, quelque part dans l'absolu, ne représente pas la valeur de comptage, il représente la variance potentielle des comptages de bruit de fond. C'est important dans l'esprit. Et le plus 1 qu'on rajoute ici provient de l'approche bayésienne qui nous dit que le meilleur estimateur, lorsqu'on a un comptage est égal à grand N, le meilleur estimateur, en termes de ce qu'on appelle fonction de vraisemblance, c'est N plus 1. Bon. Hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La formule est simple, hein, ça fait 2 racines de 2 fois bruit de fond plus 1. Si le bruit de fond dépasse 10, vous pouvez enlever le plus 1 ici, il ne sert plus à rien, d'accord, sous la racine. Donc vous dites c'est 2 racines de 2 fois bruit de fond, d'accord. Formule bien connue des anciens, hein, qui connaissaient avec un document qu'on appelait le GTN5, même si ce n'était pas très bien expliqué, au moins ça avait cette simplicité-là. Et donc, lorsqu'on applique cette formule-là au bruit de fond que l'on a ici de 33, qui est un peu faiblard, hein, on obtient cette valeur-là. On obtient 19. Ça c'est pour le bruit de fond en termes de coût. Maintenant, le bruit de fond en termes d'activité, c'est ce qui va nous intéresser. D'accord? Voilà. Vous prenez le seuil de décision en termes de coût, vous divisez par le rendement et par le temps, et vous avez traduit votre seuil de décision en termes de Becquerel. C'est juste un changement d'unité, hein, c'est tout. Donc, quand vous appliquez ce calcul-là, voilà ce que l'on obtient. On obtient 179 Becquerel. C'est exactement ce que l'on avait dans cette approche ici, purement de répétabilité, hein, sans aucune hypothèse, hein, avec cette construction-là. Alors là, c'est un petit peu, pourquoi ça a changé, je ne sais pas. Voilà, hein, ça a changé. Bon, bref. Voilà.
Hein. Et ensuite, alors, maintenant, ça c'est pour le seuil des décisions. D'accord. Deuxième problème, alors nous ici, par exemple, vous voyez, moins 36, c'est inférieur au seuil de décision. D'accord, donc on est en random, on va répéter les mesures. Je vais enlever les équations. Alors, seuil de décision 173 becquerels. Donc là, inférieur au seuil de décision, etc. Donc on peut répéter les mesures. Alors si on répète les mesures, c'est notre problème, hein, si vous le faites pour de vrai. Ouais, on est tout le temps inférieur au seuil de décision, etc. etc. D'accord. Maintenant, on va mesurer. Alors je vais casser, je vais casser là, le random. D'accord. On va mesurer, étant entendu que l'on aurait, alors je vais reprendre mon bruit de fond. Voilà, je vais refaire un bruit de fond, 42. D'accord, j'ai mon seuil de décision. Vous voyez, notez bien, hein, le seuil de décision, je n'ai pas besoin de mesurer mon échantillon. Je le fais uniquement à partir de la mesure de bruit de fond. J'ai ici, bon, j'ai mon seuil de décision à 177 becquerels. Supposons que je mesure, je prends un objet, hein, je change, c'est pas l'échantillon 2, je prends autre chose, je prends une motte de terre, là, quelque part, et je la mesure une seule fois. D'accord. Voilà. C'est mon objet gris ici. Et je trouve cette valeur-là. D'accord. Je trouve 263 becquerels. Pourquoi est-ce que vous comprenez pourquoi on va pouvoir dire qu'il y a quelque chose, hein, on est effectivement supérieur on est supérieur au seuil de décision, d'accord. Là, ce que j'introduis, c'est la construction que j'ai fait précédemment, ici, c'est la façon dont on construit le seuil de décision sur la dispersion des mesures à vide en s'imposant un critère de risque alpha, ou risque de première espèce, d'accord. Voilà. Ça, c'est l'approche a priori, d'accord, avant la mesure échantillon. Une fois qu'on a établi la règle du jeu, je prends un échantillon, je le mesure, et je le compare à mon seuil de décision, je suis supérieur au seuil de décision. Alors pourquoi est-ce que je peux dire pourquoi est-ce que je peux considérer qu'il y a quelque chose dans cet échantillon-là, alors que j'aurais pu avoir 263 becquerels alors que je ne mesurais rien du tout. On a eu 263 becquerels dans les mesures de... D'accord. Pourquoi est-ce que je peux le dire? Tout simplement parce que j'ai une faible probabilité a priori d'avoir du premier et d'un seul coup une telle valeur. Sur un plan des statistiques, on pourrait dire, si vraiment il n'y a rien, on a eu une valeur aberrante. C'est vraiment un coup de pas de bol. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement donc rejeter l'hypothèse Agéro et dire rejeter Agéro, hein, il faut bien insister là-dessus, il faut bien écrire Agéro et bien comprendre ce que signifie rejeter Agéro. Je suis sorti de ma distribution de l'hypothèse Agéro, je suis vers là, et donc là effectivement, ça signifie, je considère que selon toute vraisemblance, il y a quelque chose dans l'échantillon. D'accord. Alors maintenant, on va faire quelque chose de... On va continuer un petit peu. Hein, on va introduire la notion de limite de détection, hein, qui est un second curseur. On va en reparler de cette histoire de curseur. Hein. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas deux curseurs sur un axe. Hein. On va mesurer plusieurs fois, on va mesurer 3000 fois cet échantillon particulier. Allez, c'est parti. Hop. Alors on sait qu'il y a quelque chose dans cet échantillon. Hein, c'est voilà. Le seuil de décision nous a dit, bon, selon toute vraisemblance, il y a quelque chose. Effectivement, moi j'insiste parce que je sais ce que j'y ai mis. Hein, d'accord. On reviendra sur l'échantillon 2, là, pendant que ça compte. On reviendra sur l'échantillon 2. Hein, je vais reparler de Maurice, parce qu'il n'est pas content, Maurice, hein, de la réponse que vous... Hein, parce que euh, j'ai pas, il faudrait y revenir, d'ailleurs, je vais juste y revenir rapidement. Hein. Rappelez-vous que si vous mesurez l'échantillon 2, ici, c'est parti. Voilà, vous êtes inférieur au seuil de décision. D'accord. Ça veut dire que pour Maurice, avec son échantillon où il a perdu 2 doigts pour aller le chercher, vous êtes dans la situation où vous dites je suis inférieur au seuil de décision. Alors, c'est là que ça devient problématique. Parce que là, si vous êtes inférieur au seuil de décision, vous retombez dans l'incertitude majeure. Si je peux parler d'incertitude. À savoir que quand vous êtes inférieur au seuil de décision, ça signifie qu'il est possible qu'il n'y ait rien. C'est une possibilité.
Mais il est possible qu'il y ait quelque chose. Donc on retombe dans cette incertitude majeure. D'accord? Et on retombe, si vous dites, en gros, vous dites à Maurice, du haut de vos 60 kilos à Maurice qui en fait 100 kilos, un peu soupolé, je le rappelle, vous dites, écoutez, je ne sais pas s'il y a du césium ou pas, mais ça va vous coûter 20 000 euros. D'accord? Il est là le problème. Hein, d'accord? Donc, il va falloir affiner la réponse qu'on peut lui apporter. Et c'était l'intérêt de mesurer plusieurs fois cet échantillon particulier. Hein, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc c'est la notion dit de risque bêta. Vous voyez, on est centré sur, alors, en le mesurant 3000 fois, voilà, ici on est à peu près certain que la valeur vraie, ça tourne, hein, la valeur moyenne ici c'est 410 becquerels, on est aux alentours, en valeur vraie, dans l'échantillon de 400 becquerels. Et on a une valeur de mesure qui se disperse par fluctuation poissonienne autour de 400 becquerels. Et parfois, les valeurs de mesure peuvent faire en sorte que vous êtes inférieur au seuil de décision, alors qu'il y a 400 becquerels. Mais la probabilité, hein, donc cette surface bleue maintenant qui fait 2%, avec toujours le même seuil de décision qui est là, hein, mon seuil de décision il est là, il n'a pas changé, c'est toujours 172 becquerels, à peu près 170, 180 becquerels. La probabilité, alors qu'il y a 400 becquerels dans l'échantillon, et ça on le sait maintenant, d'avoir une valeur inférieure au seuil de décision est très faible. Ok. À quoi ça me sert pour mon échantillon que j'ai mesuré, pour l'échantillon vert, je reviens ici, pour l'échantillon vert que j'ai mesuré, inférieur au seuil de décision. À quoi ça me sert? Ça me sert à dire la chose suivante. Ok, je suis inférieur au seuil de décision. Ça veut dire, première information, je ne peux pas rejeter H0. Notez bien, ça c'est important. Quand vous êtes inférieur au seuil de décision, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse H0. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous l'acceptez. L'accepter, ça veut dire, il n'y a rien. Non, vous ne pouvez pas la rejeter. Attention, la nuance est d'importance. Ça veut dire qu'il est possible qu'il n'y ait rien, mais il est possible qu'il y ait quelque chose. Mais s'il y a quelque chose, je suis certain que ce quelque chose ne peut pas dépasser 400 becquerels. Pourquoi? Parce que si j'avais eu 400 becquerels, j'aurais eu a priori une probabilité très faible d'avoir un résultat de mesure inférieur au seuil de décision. Vous voyez, c'est le risque, ce qu'on appelle le risque symétrique, mais le raisonnement est le même. On joue sur ces faibles probabilités-là. Donc ça veut dire que voilà, s'il y a quelque chose, je sais que ce quelque chose c'est inférieur, en termes de valeur vraie, c'est inférieur à 410 becquerels. Je dis bien en termes de valeur vraie et non plus en termes de valeur de mesure. C'est ça la limite de détection. D'accord? Alors cette limite de détection, vous voyez la moyenne c'est 404. Cette limite de détection, là, cette valeur moyenne, c'est elle qui va nous servir de limite de détection. Et comment elle se calcule? On peut montrer que pour des risques alpha et bêta symétriques, hein, bien, la formule elle est là. Voilà, c'est k moins bêta carré plus 2 fois le seuil en termes de coût, le tout divisé par le rendement. Et lorsqu'on fait le calcul, ça nous fait 392 becquerels. Donc on y est, hein, aux 400 becquerels. Voilà. Donc vous voyez que là ici je suis inférieur au seuil de décision, hein, qui est à 177 becquerels. Donc je vais dire à Maurice, écoutez, il est possible qu'il n'y ait rien, mais s'il y a quelque chose, ça ne dépasse pas 392 becquerels. C'est une information intéressante. D'accord? Voilà, voilà, et là, il va peut-être accepter de payer un petit peu plus. Alors, maintenant, effectivement, pour sortir de cette situation qui, malgré tout, n'est pas très confortable, hein, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à la question? Ce qu'on pourrait faire, c'est compter plus longtemps, hein. Tout le secret dans ces affaires-là, c'est les durées de mesure, hein. Hein, et là, par exemple, Maurice vous dit, bah, écoutez, moi, je travaille dans un laboratoire qui est très riche, genre laboratoire d'océanographie de Monaco. Voilà, c'est budget no limite. Il dit écoutez, comptez le temps que vous voulez, je reviendrai quand vous aurez fini. Et là, on va compter 100 fois plus longtemps, par exemple, pendant 1000 secondes. D'accord? Donc ça, je note. Hein, voilà, je note ma durée de comptage ici. C'est là que je dois le mettre, tant pour moi. Tac. Alors, je commence par le noter. Et là, tout simplement, je vais, voilà, je vais supprimer ces valeurs-là pour l'instant. Je vais compter donc 1000 fois plus longtemps. Alors, pour l'échantillon 2 qui est en place ici, si je compte 100 fois plus longtemps, là où on avait à peu près 50, on aura 5000. Donc c'est parti, vous voyez, on a 5213. Donc
je le note. On refait un bruit de fond. Pour le bruit de fond, on tournait plutôt à 40, etc. Bon, donc on va avoir 100 fois plus, là encore. C'est pas le bruit de fond. Hein, d'accord. Voilà, 4281. Donc on pourrait dire, mais bah, finalement, ça ne va rien changer. Hein, on a un comptage net, on compte 100 fois plus longtemps, et vous voyez, on obtient 91 becquerels. C'est des valeurs qu'on aurait pu obtenir en comptant pendant 10 secondes. On pourrait dire, ça n'a rien changé. Si, ça a changé, parce que c'est pas juste une simple multiplication des valeurs de mesure. On a totalement changé la statistique et les écarts types relatifs. Hein. Tout simplement, on va le voir si à nouveau on randomise en mettant l'échantillon 2. Si on randomise, vous allez voir comment va se comporter la valeur de mesure. Voilà, vous voyez, 92 becquerels, elle est 97. Elle est stabilisée. À terme, ça va nous donner des incertitudes plus petites, hein, j'y reviendrai après. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, alors que j'ai 91 becquerels, le seuil de décision en termes de comptage, il va être plus élevé, parce que ça va être en gros 2 racines de 2 fois 4200, c'est 180. Mais ramené en termes d'activité, c'est-à-dire divisé par un temps 1000 fois plus long, ça fait 17 becquerels. Vous voyez, le seuil de décision, il a baissé. Ça, notez bien, c'est important. Plus vous compterez longtemps, et plus le seuil de décision sera faible. D'accord? Et la limite de détection, bah, ce sera à peu près le double, 36 becquerels. Donc là, on peut raisonner sur le seuil de décision en termes de becquerels. Donc là, on a 90 becquerels, on est largement supérieur au seuil de décision. On est même, voilà, on a dépassé la limite de détection. Là, il ne faut pas comparer. Hein. Alors, faut pas, c'est pas bien ce que je fais. Ne pas comparer la valeur de mesure à la limite de détection. Voilà. Après, bien sûr, on peut le faire sans le dire. Hein. Voilà. On est largement au-dessus de la limite de détection. Donc, c'est une valeur qui se voit bien et que l'on retrouverait en calculant les incertitudes. Hein, d'ailleurs, on peut le faire, mais on ne le fera pas, j'ai pas le temps. D'accord? Je vais y revenir. Donc voilà pour cette affaire. Je ne sais pas si tout ça est très clair. Repassez-vous la vidéo si le sujet vous intéresse. Mais je vais terminer pour vous montrer que tout cela est compatible avec les incertitudes. Ben, du coup, je vais calculer les incertitudes. Hein. J'appuie ici sur les boutons, ça va très vite. D'accord? Là, je vais calculer mes incertitudes. Tac. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai 110 becquerels, plus ou moins 20. Alors, je vais revenir à une durée de 10 secondes, si vous voulez bien. D'accord? Pour une durée de 10 secondes. Pourquoi il me sort 0 becquerel? Je ne sais pas. Ah, j'ai toujours le temps pour moi. Il faut que je change le temps ici. Voilà, j'ai 10 secondes. Hein. D'accord? Voilà. Donc, si je reviens à une durée de 10 secondes avec mon échantillon vert, on voit qu'effectivement, les incertitudes, on a 175 plus ou moins 191. Et là, lorsqu'on fait l'intervalle de confiance, hein, rappelez-vous, lorsqu'on fait l'intervalle de confiance, on a un intervalle qui ressemble à ça. Ou plutôt, dans un premier temps, il ressemble à... tac, voilà. Voilà. En gros, il ressemble à ça, d'accord? Là, on a enlevé la partie négative. Et regardez ce que l'on obtient. On obtient un intervalle qui part de 0. Hein. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les conclusions dans l'approche seuil de décision sur ce problème-là posé par l'échantillon 2, on a des conclusions similaires. Ce n'est pas du tout la même approche, il ne faut pas les confondre, il ne faut surtout pas essayer de les faire en même temps, mais on arrive à des conclusions similaires. Dans l'approche incertitude, l'intervalle de confiance sur la valeur vraie que l'on obtient, ça va de 0 becquerel inclus. Ça veut dire il est possible qu'il n'y ait rien, ce qu'on a dans l'approche seuil de décision. Et on a la valeur maximale haute de l'intervalle de confiance qui est 338 becquerels. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans l'échantillon, ça ne dépasse pas 338 becquerels. Et c'est cohérent avec l'approche seuil de décision où on dit parce qu'on est inférieur au seuil de décision, alors la valeur vraie, s'il y a quelque chose, la valeur vraie de l'activité contenue dans l'échantillon est inférieure à 387. Donc voilà, il y a une cohérence. Alors ça, je vais vous le montrer avec un autre tableur hein, qui est plus opérationnel. Je vais reprendre les valeurs. Alors il suffit de rentrer ici, on va raisonner en termes d'activité. Donc on va rentrer le bruit de fond T0, on avait par exemple 42. On comptait pendant 10 secondes le bruit de fond. Pendant TS, c'est le temps de mesure échantillon, idem, 10 secondes. D'accord?
On avait un rendement de l'ordre de 1%. Et là, je laisse une incertitude relative sur le rendement de 3%, c'est parfaitement négligeable. À partir de ces informations-là, on peut alors effectivement construire la distribution de l'hypothèse H0, ici, sur l'axe des valeurs de mesure. Tac. Voilà. Donc on est centré sur 0. Mon hypothèse, elle se cale. L'hypothèse H0, c'est dire la valeur vraie, là c'est l'axe des valeurs vraies, la valeur vraie que je mesure, c'est 0. Et là, je représente la dispersion des mesures autour de ma valeur vraie. Et là, je vais pouvoir construire en pilotant cette valeur ici, du seuil de décision, je vais pouvoir piloter mon risque alpha. Voilà. Donc si je veux un risque alpha plus petit, je vais un petit peu monter. Autant pour moi. Je suis allé trop haut. Voilà, 2,30. Voilà, bon. On a 190 becquerels. D'accord? Et on peut ensuite donc afficher l'hypothèse H1. Donc l'hypothèse H1, elle est là. Donc elle est non nulle, hein, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse alternative, non nulle. On prend la valeur que l'on veut et on va la piloter pour avoir le risque bêta qui est la surface en vert ici. Alors en général, on prend des risques dissymétriques, c'est-à-dire on fait en sorte que le risque alpha soit égal au risque bêta. Donc là, on a 1,19. Si on veut trouver 2,5, il faut descendre la valeur de l'hypothèse H1. Voilà, donc on y est à peu près. Hein. Et donc, l'hypothèse H1, c'est la limite de détection qui est là. C'est une valeur vraie. Et on a 410 becquerels. Hein, c'est ce que l'on avait. Donc voilà comment on peut construire cet outil d'aide à la décision. Maintenant, ça c'est la construction a priori. Maintenant, on peut se servir de cet outil donc sur une mesure échantillon. Et donc la mesure échantillon qui apparaît, voilà, ici. Alors, excusez-moi, j'ai des problèmes de rafraîchissement de graphe. Ça, c'est Excel nouvelle version. Hein, voilà. Donc, on est là. On est ici. Et lorsqu'on a mesuré un échantillon, maintenant, on peut... Alors là, je suis supérieur au seuil de décision. Hein, voilà, voilà, il bouge. Hein, je suis supérieur au seuil de décision. Donc, supérieur au seuil de décision, oui. Conclusion, rejet de l'hypothèse H0. L'effet est détecté. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire avec cet outil-là. D'accord? Alors, on a 300 becquerels. Maintenant, je peux rentrer maintenant, réintroduire la démarche incertitude. Voilà, et la démarche incertitude, ça va être quoi? Ça va être de construire sur l'axe des valeurs vraies la loi de probabilité des valeurs vraies possibles pour cet échantillon. Et vous voyez, vous obtenez quelque chose qui est relativement gaussien avec une limite basse, une limite haute pour un facteur d'élargissement de k égale 2. D'accord? Voilà. Et avec cette construction-là, vous avez la valeur moyenne, hein, 300 becquerels, c'est la valeur mesurée. La valeur basse, pour l'instant 90 becquerels, et la valeur haute, 512 becquerels. Hein, vous retrouvez, c'est important, une valeur maximale. Bon, voilà. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe lorsqu'on a des valeurs de mesure inférieures au seuil de décision. Alors regardez, hein, je déplace ma valeur de mesure, elle est là en violet. La valeur que je reportais ici, c'est la valeur moyenne. Hein, il y a un petit découplage, mais c'est normal. Voilà, je descends et je vais passer en dessous du seuil de décision. Alors, sur une certaine largeur, on peut montrer qu'on est dans l'incertitude associée au seuil de décision. Hein, il existe. Voilà, si on a une épaisseur de 28 becquerels, ou ici on a un curseur, le seuil de décision c'est un curseur qui a une certaine épaisseur. Là on est sur le curseur, on ne peut pas dire qu'on est dessous ou dessus, donc on ne sait pas, c'est incertain. À la conclusion, il faut relancer le comptage, on passera d'un côté ou de l'autre. D'accord? Bon. Donc je vais aller significativement en dessous. Voilà, donc je vais avoir des valeurs de mesure inférieures au seuil de décision. Voilà, on y est. Voilà, tac. Inférieur significativement au seuil de décision. Conclusion, non-rejet de l'hypothèse H0, donc l'effet n'est pas détecté. Alors, quand on dit l'effet n'est pas détecté, ça ne veut pas dire que la cause soit absente. Alors, il est possible que l'on ne voit pas l'effet alors que la cause est présente. C'est ça le truc. Hein, d'accord? Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que si on est inférieur à cette valeur-là, alors on peut rejeter l'hypothèse H1, c'est-à-dire on est quasiment certain qu'il ne peut pas y avoir cette activité-là dans l'échantillon parce qu'il y avait a priori une faible probabilité d'avoir une telle valeur. D'accord? Alors on peut continuer à aller plus bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment se comportent
Comment se comportent les incertitudes? Alors, je vais remonter juste un peu. Je suis allé un petit peu trop vite. Regardez bien la cohérence, hein. Lorsqu'on est juste inférieur au seuil de décision, ici, la valeur maximale haute de l'intervalle de confiance, là j'ai 372 becquerels, c'est à peu de choses près égal à la LD. Je peux remonter un chouïa si je veux, voilà. On y est. D'accord? Voilà. C'est la même valeur. Maintenant, lorsque je passe significativement en dessous du seuil de décision, lorsque je suis de plus en plus bas par rapport au seuil de décision, on voit que dans la démarche incertitude, la valeur maximale haute qui est là 350 becquerels, devient plus basse que la limite de détection. Donc en fait, la limite de détection, c'est la plus haute des valeurs maximales hautes pour des mesures inférieures au seuil de décision. C'est pas clair, mais repassez la vidéo. Voilà. Et donc je vais continuer, on va baisser. Alors regardez, je me suis trompé, autant pour moi. C'est là. Je vais continuer à baisser ma valeur de mesure. Voilà. Alors, regardez ce qui s'est passé pour l'intervalle de confiance. La partie basse a disparu. D'accord? Donc on commence à 0. Alors que la démarche classique, si vous calculez les incertitudes de façon classique, vous auriez une partie négative. Donc là, on part de 0. Donc sous-entendu, il est possible qu'il n'y ait rien. Et la partie, donc on travaille ici sur une gaussienne tronquée. Et la partie qu'on a enlevée, on a par normalisation, la surface qu'on a enlevée parce qu'il est impossible d'avoir des becquerels négatifs, ça c'est acquis. Autant les valeurs de mesure, ça peut être des becquerels négatifs, autant la valeur vraie, ça peut pas être négatif, ça c'est clair. Eh bien, cette partie qu'on a enlevée, qu'on a tronquée ici, on peut faire ce qu'on appelle mettre un poids sur la valeur 0 et dire, en fait, une valeur négative en termes de becquerel, c'est une valeur qui ne peut pas exister, un truc qui n'existe pas, c'est comme rien. Donc ce qu'on a enlevé, c'est la probabilité qu'il n'y ait rien, et donc on peut assimiler dans une démarche probabiliste pure la partie qu'on a enlevée ici, 15%, la probabilité qu'il n'y ait rien, ce qui ne paraît pas idiot. Et plus la valeur de mesure est faible, et plus la probabilité qu'il n'y ait rien augmente, et on voit la valeur maximale haute qui est de plus en plus faible devant la limite de détection. Voilà, donc il y a une cohérence entre les deux, c'est pas incompatible. L'intérêt de l'approche incertitude, c'est que ça vous donne là encore une valeur maximale haute qui s'adapte à la valeur mesurée, qui sera d'autant plus petite que la valeur de mesure est faible. Et donc on peut aller jusqu'à une valeur quasiment, on peut aller jusqu'à 0 si vous. On peut mettre 0 ici par exemple, tac. Voilà, je mesure rien du tout. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. 42. Hop, je vais un peu violemment. Le brut, voilà, j'ai un net qui est nul. Vous voyez, quand on a un net qui est nul, on a en valeur de mesure, on est sur 0. Et en fait, la probabilité qu'il n'y ait rien, c'est 50%. Une chance sur deux qu'il n'y ait rien, une chance sur deux qu'il y ait quelque chose. Et dans ce cas-là, dans la démarche incertitude, la valeur maximale haute est au niveau du seuil de décision. Voilà, c'est une petite coïncidence. Et on peut aller plus bas, voilà, on peut aller plus bas, on peut tirer des informations à partir d'une valeur de mesure négative. On a une valeur moyenne, on a une valeur maximale haute, etc. Voilà, donc voilà, en conclusion, tout ce que l'on peut dire sur la démarche seuil de décision. J'ai terminé sur l'approche incertitude pour montrer que c'est une autre approche, c'est-à-dire on peut faire du seuil de décision sans s'intéresser, c'est ça que je veux enlever. Voilà, on peut faire du seuil de décision de la limite de détection sans s'intéresser aux incertitudes, ou on peut faire la démarche incertitude sans se préoccuper des problèmes de seuil de décision. D'accord? Je ne vais pas s'enlever mon hypothèse. Voilà. D'accord? Voilà, donc. Et dans un premier temps, il est préférable de faire l'une ou l'autre. Une des difficultés, mais je n'ai pas le temps d'y revenir, c'est de vouloir faire les deux en même temps. Parce que du coup, on se met à gérer deux, ça devient un peu délicat. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Ce que je vous conseille, c'est d'éviter de faire les deux en même temps. Faites l'une, faites l'autre, mais l'une après l'autre et inversement. D'accord? Soyez rassurés, les conclusions sont en général cohérentes. Le plus délicat, c'est de vouloir mixer tout ça. Alors moi, lorsque j'ai des gens qui viennent me voir en disant j'ai un seuil de décision avec un niveau de confiance de 95%, ça veut dire qu'ils mélangent dans leur esprit l'approche seuil de décision et l'approche incertitude. Pour terminer, je vous rappelle, l'approche seuil de décision se construit
dans le sens cause vers effet, c'est-à-dire on se donne les causes, elles sont connues, on sait ce que l'on mesure, et on regarde la dispersion des mesures. L'approche incertitude, on a l'effet, et on remonte à la cause. Et donc on a des incertitudes sur la cause. Donc on est en sens inverse. Voilà, mathématiquement, c'est pas du tout la même chose. Voilà, allez, j'arrête.